Continuer cet après-midi avec Jérôme Gallet, qui est expert technique et leader technique DevOps et Cloud chez Calliope. Et Jérôme, il nous vient de Montpellier, donc il vient jusqu'ici pour vous parler de son sujet. Il nous partagera le retour d'expérience d'une migration depuis AWS vers un cloud souverain. Choix technique, arbitrage et surprises rencontrées. Jérôme, c'est à toi. Bonjour à tous. Waouh, il y a du monde. C'est fou. Du coup, bonjour, je me présente, je m'appelle Jérôme. Donc, je vais vous faire un petit talk là-dessus sur quitter AWS, une migration vers le cloud souverain sans douleur. Presque, sans douleur. Mais voilà, le but, c'est d'expliquer un peu tout ça. Donc moi, je me présente, je suis expert technique et lead tech sur le pôle DevOps de chez Calliope. J'ai des certifications sur les différents domaines sur lesquels je fais de l'exploitation. Pour vous donner l'image, ce talk-là, il va être un peu plus haut niveau. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très technique, donc on pourra en parler après. Je suis le genre de personne qui va faire des berceuses à ses enfants sur Terraform et tout ça, pour qu'à la fin, il m'explique que je ne suis juste qu'informaticien, que je tape sur un clavier, et que globalement, je bouge un bonhomme sur Geyser. Mais en lui-même, je suis technique, donc on pourra en parler s'il y a besoin à la suite de ce talk, au niveau de notre stand qui est juste à droite de l'entrée. Donc, le principe de cette présentation, donc au sommaire, on va faire le contexte en fait de cette migration client. Donc, il y a un client qui est venu nous voir et qui nous a demandé de partir d'un cloud provider américain pour différentes raisons. Et il voulait en fait faire ça de manière efficiente, mais c'était compliqué un petit peu de savoir par où commencer. Donc, on a tout un procédé en 4 étapes. Qui sont expliqués à cet endroit-là. Donc, le contexte, une migration complexe. Pourquoi ? En fait, on est sur une société qui était en forte croissance. Donc, ça a alerté sur la viabilité du socle technique. Pourquoi ? Parce que ça a grandi beaucoup trop vite. Quand je dis beaucoup trop vite, c'est qu'en fait, c'est une solution de dashboarding qui a explosé au fur et à mesure du temps parce que ça fonctionnait très bien. Et donc, en fait, ils ont rajouté des features régulièrement, ce qui faisait qu'ils avaient une perte de contrôle en fait, sur la partie infrastructure. C'était forcé, on va dire accentué, sur le fait qu'il y avait une intégration sur AWS via Spinnaker, donc qui permettait de déployer des choses sur AWS, pas forcément de manière efficiente, donc ça posait un autre problème. Et après, des coûts d'infrastructure très importants. On parle de coûts de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc on est quand même sur quelque chose qui était quand même assez important. Donc là, un petit peu les chiffres de la plateforme. 80 000 utilisateurs, c'est quand même pas une petite plateforme. 22 000 chars d'actifs sur Elasticsearch. Là, c'était l'Elasticsearch. Donc, c'était quand même, on envoyait pas mal. 6 millions de clés Redis. Bon, pour vous donner l'image, 6 millions de clés Redis. Si vous essayez de faire un keys étoile, ça met du temps. Voilà. Pour vous donner l'image, tous les techniques, ils se sont dit, oh, le con, il l'a fait. Oui. Du coup, 1000 opérations par seconde. Bon, je vous laisse imaginer que si vous faites tomber la plateforme, c'est pas top. Et 10 gigas de bande passante moyenne. Alors ça, notamment entre les Elasticsearch, 10 gigas de bande passante, pour vous donner l'image, sur beaucoup de cloud providers, si vous demandez des machines ou des services managés, admettons, avec 10 gigas de bande passante, ça coûte juste super cher. Donc voilà. Et vu qu'il y avait beaucoup de transactions, on avait cette contrainte-là. Le cahier des charges, ce qu'ils nous ont demandé, c'était on veut des données hébergées en Europe. Ça, c'était un prérequis, c'était important. On veut une maîtrise de la chaîne technologique de bout en bout. Pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument qu'ils reprennent le contrôle en fait, de ce fonctionnement-là. Donc nous, on était là pour les accompagner. Il fallait sortir du vendor lock-in AWS. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils utilisaient des services AWS, mais des services vendor lockés, comme AWS Kinesis, par exemple, qui va être du Kafka avec certains ajouts. Et donc, ils voulaient sortir de ça, forcément, puisqu'on ne peut pas sortir Kinesis sur un autre cloud provider. AWS ne va pas être d'accord. Enfin bon. Ils voulaient standardiser sur du Kubernetes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était même pas standardisé sur du Kubernetes, c'était standardisé. Ils voulaient arriver sur quelque chose de standard, parce que ça allait un peu dans tous les sens. Le souci, c'est que derrière, ça allait apporter quelques contraintes. Optimisation FinOps, bien évidemment, réduction importante des coûts, parce que pour avoir des coûts plus prévisibles. Alors, pour vous donner l'image des coûts, on était sur le fait de dire, s'il vous plaît, on veut baisser de 50%. Ouais, ça fait rire, voilà, c'est le truc. C'est que 50%, on s'est dit, on éteint, non ?
On peut gagner 100%, mais ils n'étaient pas d'accord. Très peu d'humour. Du coup, voilà. Donc, du coup, ça, c'était un petit prérequis. Donc, ce qu'on leur a dit, chez Calliope, on fait un truc très simple. En fait, on leur a dit, tiens, on va faire un audit. On va regarder déjà ce qu'il y a, parce que vous nous parlez plein de choses, mais déjà, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que on ne va pas vous vendre la messe, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Donc, en fait, on se retrouvait avec une infrastructure AWS qui n'était pas optimisée, qui était plus optimisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec Spinnaker, ils mettaient en place des choses, et en fait, à chaque fois, ils rajoutaient, mais on se retrouvait à avoir plein d'instances, à avoir plein de tentatives, de nouveaux autoscaling, de plein de choses, mais en fait, on n'arrivait plus à avoir quelque chose qui était juste bien optimisé et bien dimensionné. Parce qu'en fait, c'était ça, ils avaient du mal à prévoir la charge, donc ils surdimensionnaient plutôt que sous-dimensionnaient. Plusieurs clusters Elasticsearch sur EC2. Alors oui, ils n'utilisaient pas le service OpenSearch. Pourquoi? Parce qu'en fait, par manque de connaissances, par Spinnaker, c'était facile de déployer. Et puis quand vous avez fait en on-premise, vous aviez potentiellement des Elasticsearch, la technique, ça a été on reproduit ce qu'on a on-premise, qui est souvent un petit travers qu'on peut avoir. Donc voilà, donc du coup, on s'est retrouvé avec un système où c'était un petit peu problématique. Utilisation de AWS Kinesis pour la brique temps réel. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est du Kafka, techniquement, c'est du temps réel. Donc là, il fallait sortir de ça. L'application était basée sur du Python, qui demandait beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources et beaucoup de threads. J'ai beaucoup dit beaucoup, vous remarquerez. Du coup, en fait, le souci qu'on avait, c'est que ça a amené un problème de portabilité parce qu'en fait, cette application, elle était sur des instances, mais du coup, vu que c'était déployé sur des autoscaling, via des autoscaling sur des EC2, en fait, on avait un Linux de déployé avec des installations, avec ses dépendances, avec tout ça. Mais si vous n'aviez pas exactement les mêmes versions de tout, on arrivait sur des comportements qui pouvaient poser problème. Donc la portabilité du code, elle posait problème. Et donc, comme je vous l'ai dit, un empilement de dettes techniques parce que quand vous rajoutez, au bout d'un moment, ça peut montrer ses limites. Donc le contexte de démarrage, très simple. Il y a un CTO qui a construit une plateforme. Il a quitté la société. Mince. Deux développeurs embauchés pour reprendre le développement. OK. Donc là, perte de connaissance des couches basses de l'application. Légèrement. C'est-à-dire qu'en fait, on était sur, OK, on sait faire du bug fix. Par contre, quand il y a un problème, on prie, on teste des choses, on fait ce qu'on peut, mais c'est la galère. En fait, quand ça tombe, on essaie de rajouter des instances, on essaie de tout faire pour que ça reparte, mais on a complètement peur en fait, dès qu'on fait une MEP. Peu de connaissance de la containerisation. Donc ça, en fait, ça allait un peu avec l'historique, en fait, qui était d'avoir une instance, d'avoir du code qui était posé sur une instance avec des autoscaling, pas forcément les mêmes environnements en dev. On n'était pas sur quelque chose d'immutable, donc ça générait d'autres soucis. Et des notions sur le cloud AWS, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'est un autoscaling, on sait ce qu'est tout bêtement d'utiliser un load balancer, des choses comme ça on le sait. Par contre, on ne va pas savoir ce qui est bien à faire, parce que ce n'est pas le même métier. Parce qu'en fait, la personne, elle est là pour faire du bug fix et qu'on ne peut pas demander à une personne de faire du bug fix, de faire une infrastructure optimisée, de faire de la veille, de faire tout ça, c'était compliqué. Donc là, ce postulat-là, je ne sais pas si vous avez vu le film Taken, c'est bonne chance. Et là, vous faites une réunion avec des développeurs qui vous disent « S'il vous plaît, aidez-nous ». Donc là, ça a commencé comme ça. Donc là, on s'est questionné, on a fait cet audit, tout ça, comme je vous l'ai dit précédemment, et on a dit « Pourquoi vous partez d'AWS ?» Les coûts, effectivement, des coûts d'exploitation très importants, effectivement. On sait très bien que c'est le cloud provider aujourd'hui le plus avancé qui est parce que c'est le plus ancien, mais en lui-même, après c'est un avis personnel, mais du coup les coûts d'exploitation sont quand même plus élevés. Ils voulaient de la souveraineté. Aujourd'hui sur AWS, on ne peut pas être en Europe et être sous la RGPD, il y a des initiatives, ça va potentiellement arriver, mais aujourd'hui c'est pas possible. Ils voulaient sortir du vendor lock-in. Pourquoi? Parce que quand ils ont des stacks de dev, ils voulaient tout pouvoir faire en dev, avoir quelque chose qui est exactement la même chose que la prod. Les coûts réseau, les coûts de transfert sortant étaient très très chers parce que beaucoup de trafic. Une perte de confiance dans la politique américaine. Est-ce que globalement, j'ai besoin d'expliquer? Voilà. Et donc, dans 80% des cas, en fait, effectivement, il y a au moins deux leviers qui font que les personnes quittent AWS. Là, première chose, étude comparative. Étude comparative, on arrive, on dit, OK, qu'est-ce qu'il y a sur AWS, qu'est-ce qu'il y a sur Scaleway? Il va falloir qu'on discute un petit peu pour voir ce qu'il en est. On avait à peu près tous les services. Je dis à peu près. Pourquoi?
Là, le cas là, c'était Scaleway, Kafka en bêta, OpenSearch en bêta. Je mets exprès de dire OpenSearch et pas Elasticsearch parce que sur Scaleway, ça va être un OpenSearch. Ce n'est pas une différenciation liée à AWS. C'est vraiment qu'ils vont intégrer de l'OpenSearch. OK, pas de problème, c'est en bêta. On s'est dit que vu la volumétrie du client, on va peut-être éviter. On a de l'humour, mais les développeurs n'en avaient pas du tout, parce qu'ils étaient déjà en stress. On s'est dit, si on les migre sur un truc bêta, à mon avis, il y en a qui ne vont pas survivre à l'histoire. Donc, quelle stratégie pour couvrir ce périmètre? Alors, en fait, ce qu'on a fait, on a fait une stratégie en 3 étapes. On a replatformé, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on va arriver, on va standardiser ce qui se passe, on va bien évidemment gérer pour que l'application soit résiliente et qu'elle puisse gérer des contraintes business fortes. On amène une approche cloud agnostique, basée sur de la containerisation, sur du build et du deploy sur de la CI/CD simplifiée, optimisée, c'est le but, et une intégration hybride, donc sur du déploiement du provisioning automatisé, du self-healing et tout ça. Alors là, ce sont des jolis mots, mais je vais expliquer après les différentes choses. Le replatforming, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, l'avantage qu'on avait du replatforming, c'était « OK, on va vous rendre votre application portable, faire la maintenabilité ». Et j'ai dit « on va vous rendre », mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est « on va vous aider ». Parce qu'en fait, on ne peut pas, nous, en tant que DevOps, dire « vous inquiétez pas, votre application, je la rends portable ». Je vais prendre une petite comparaison très simple. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « c'est génial la containerisation parce qu'avant, on avait un caca sur un serveur et maintenant, on met un caca dans une boîte ». Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc du coup, on s'est dit, on va pas mettre une crotte dans une boîte. Vous auriez pu le dire, mais enfin bon. Du coup, donc à ce moment-là, on s'est dit, on va les aider. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé d'avancer, on les a guidés, on a fait ce qu'on pouvait, et du coup, ils ont réussi, au fur et à mesure, à passer à de la containerisation. On l'a rendu compatible avec des contraintes business fortes parce qu'il y avait des gros problèmes en fait, de thread, notamment avec le Python. Il y avait des gros problèmes de performance là-dessus, donc il y a eu des gros fixes pour améliorer cette partie-là. Compatible avec les pratiques DevOps, bien évidemment, pour amener toute une dimension avec une chaîne CI/CD et tout ça. Consommation de services sur étagère, pour utiliser le cloud provider dans quoi il est bon. C'est-à-dire que s'il déploie des services et qui sont intéressants, on les utilise. Si on ne peut pas les utiliser ou s'ils ne sont pas intéressants, on ne les utilise pas, mais on ne se limite pas. Et les points de vigilance, c'est que ça requiert des ajustements. Ça nécessite une bonne communication, parce que forcément, on a dû communiquer avec les développeurs, et ça peut prendre du temps. On a fait une approche cloud agnostique. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire cloud agnostique? J'ai demandé à mon meilleur ami, ChatGPT, on a les meilleurs amis qu'on mérite. J'ai aussi demandé à mes enfants, mais ils ne m'ont pas répondu. J'ai demandé à ChatGPT. Être cloud agnostique signifie que les applications, services ou infrastructures sont conçues pour fonctionner indépendamment d'un fournisseur de cloud spécifique. Alors ça, c'est toujours joli quand on voit ça partout. Mais on sait que ça ne se passe pas comme ça. On sait très bien que c'est pas j'ai une application et hop, je la mets partout pareil. Donc du coup, ça se rapproche de l'intégration hybride que je vous disais. En fait, chez Calliope, l'intégration hybride que l'on fait, c'est, comme je vous ai dit précédemment, on utilise le cloud provider là où il est bon. C'est important à préciser, parce qu'en fait, Scaleway, par exemple, là, dans ce cas-là, n'avait pas de Kafka as a service, n'avait pas d'OpenSearch as a service. Ah bah si, ils en avaient en bêta, mais on ne voulait pas les utiliser. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour éviter ça? Par contre, derrière, ils avaient du stockage d'objets qui était très bien. Ils avaient un service manager Kubernetes qui était très bien. Ils nous permettaient de faire du Postgre, là c'était du Postgre, ils avaient IAM, ils avaient du Secret Manager, donc tout ça on allait l'utiliser parce que utiliser un cloud provider pour juste faire des instances, dans ce cas-là, autant que je le fasse chez moi. Et je ne vais pas vraiment avoir les avantages du cloud provider. Un exemple pour les bases de données, si je veux faire du point-in-time recovery, si je veux faire bref, de la restauration de backup, tout ça, ça va être intéressant de me baser sur le cloud provider. En face, vous avez la partie qui est cloud agnostique. La partie cloud agnostique, c'est qu'on a déployé sur Kubernetes derrière ce qu'on avait besoin. Là, l'exemple, on a déployé avec Terraform la partie Traefik, la partie Argo CD. Donc là, on a notre cluster Kubernetes, on a notre ingress controller, bientôt gateway controller. Donc, quand on va passer en gateway API. Là, on avait Argo CD et après, on déploie les applications vers Argo CD. Donc là, on commence à rentrer dans un écosystème où justement, qu'on soit sur AWS, sur Azure ou sur Scaleway, ça serait pareil. Là, on commence à arriver à se dire, bon, OK, on va gérer des secrets, on ne veut pas mettre les secrets directement dans les Helm, on sait que la gestion des secrets de Helm est nulle. Donc du coup, on va se baser sur le cloud provider,
parce que lui, il est fort là-dedans. Donc, on va utiliser une solution comme External Secret qui va nous faire le lien. Bref, on fait des choses comme ça. On crée des clusters Elasticsearch, des clusters Kafka, des choses comme ça. On utilise Kubernetes et les opérateurs Kubernetes pour faire des trucs intelligents qu'on ne peut pas faire avec le cloud provider, là, dans l'état de l'art. Donc, l'architecture qu'on a faite, elle est désignée pour la performance. Pourquoi? L'architecture, elle est optimisée avec des composants sur mesure. C'est-à-dire qu'on va utiliser Kubernetes, forcément parce qu'on en a besoin pour notre application, parce qu'on voulait containeriser. On a 2 clusters, donc application et rancher. Pourquoi? Parce qu'en fait, la contrainte forte que je vous ai dit au début, c'était 10 gigas de bande passante. Demain, vous allez sur un service managé, vous prenez 10 gigas de bande passante. Je peux vous dire qu'avant de rentabiliser les 10 gigas de bande passante, ça va piquer. Donc pour éviter ça, on s'est dit, attendez, on va faire un truc intelligent. On prend Rancher, on prend Rancher Server qu'on met sur un cluster Kubernetes managé, capsule, de Scaleway. Puis on dit, on va faire des downstream clusters, donc des clusters enfants. Et ces clusters-là, on va les mettre sur des instances bare metal. Pourquoi? Parce que c'est les seules instances qui vous permettent d'avoir des bandes passantes de 10 ou 25 gigas pour un coût qui est 5 fois inférieur à ce que vous feriez si vous preniez un service managé. Donc là, on s'est dit, OK, mais tu prends des barres métal, tu installes juste Elasticsearch dessus ou juste Kafka, à manager, ça va être une galère. Et c'est là où les opérateurs Kubernetes nous ont beaucoup aidés. Parce qu'en fait, ils nous ont ramené toute l'intelligence du « je veux migrer des choses, je veux déplacer de la data, je veux mettre l'intelligence, je veux faire des backups », et bien là, les opérateurs nous ont aidés. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est downstream cluster de cluster Elasticsearch, plusieurs clusters Elasticsearch, parce qu'ils avaient des gros clusters, avec des nodes qui avaient une grosse capacité, et derrière, on a travaillé de cette façon-là. Donc, on se retrouvait à utiliser des services managés sur ce que l'on avait besoin. OpenSearch n'était pas encore mature, on a utilisé ça. Aujourd'hui, OpenSearch va bientôt, début d'année, normalement, sortir de bêta chez Scaleway, mais on ne sait pas aujourd'hui s'il va pouvoir tenir la charge tellement c'est énorme en termes de charge. Donc, on peut voir pour le futur en se disant, tiens, on peut le tester, tiens, on peut envoyer dessus, se dire si ça fonctionne, OK, on peut le garder, si ça ne fonctionne pas, on peut conserver ce que l'on a. Donc c'était ça en fait l'approche. C'est une approche de dire on a quelque chose à un instant T, on va pouvoir l'améliorer, mais aujourd'hui on a ça. Donc la migration de ce projet, elle s'est faite en 4 temps. Techniquement, la première chose, on a fait du dual write Kinesis Kafka. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vu que c'est du temps réel, on a des événements qui arrivent dans Kinesis, mais on s'est dit c'est super, on a fait une super infra là sur Scaleway. Mais qu'est-ce qui me dit que quand je vais faire le switch, je ne vais pas brûler Internet? Pas Internet, mais brûler l'infra. Donc là, on s'est dit, tiens, on va faire un truc. On va demander, ils ont mis une petite... En fait, les développeurs de la société ont mis une petite brique entre les deux en disant, tout ce qui va sur le Kinesis va sur le Kafka. On a brûlé l'infrastructure. Je vous le dis. Du coup, à ce moment-là, on s'est dit, bon, du coup, on va remettre bien, on va gérer pour que ça ne brûle plus. Ça n'a plus brûlé, on était bon. Donc là, on savait qu'on pouvait récupérer le flux en entrée. Là, ça devenait intéressant. Derrière, on s'est dit, OK, il y a des Elasticsearch. Pour vous donner l'image des Elasticsearch, on parle de centaines de gigas de données. Je vous rappelle qu'il y a 2000 shards. Voilà, c'était quand même un peu dur. Donc ce qu'on s'est dit, sur AWS, sur les EC2, on va backuper les Elasticsearch, on le met tout ça sur un bucket, c'est joli. Derrière, on va synchroniser ce bucket vers Scaleway, et nos nouveaux Elasticsearch, ils vont aller restaurer les backups de ces des Elasticsearch, mais directement sur le bucket de Scaleway. Pourquoi pas de coût intercloud provider? On fait juste une bascule, on est tranquille. Vu que les snapshots sont incrémentaux, on est capable de faire une synchro. C'est parfait, ça a fonctionné. On a restauré, c'était bon. Dur au début. Pourquoi presque sans douleur? Bien évidemment qu'on a dû faire des adaptations, ça a été dur, il y avait de la corruption d'index parce qu'on parle de beaucoup de données, donc il a fallu optimiser. C'est pas si simple, et c'est passé. Après, on s'est dit, OK, maintenant on est bien. Maintenant, on bascule le trafic. Et là, on a fait la bascule DNS. On a conservé l'infrastructure AWS juste le temps de la migration, mais c'est passé. Par contre, effectivement, on a, sur le coup, on était un petit peu à se dire, on va surveiller. On l'a fait à un moment où il y avait moins de flux, enfin moins de trafic. On était capable, on avait baissé bien évidemment les TTL DNS, et on était capable de rebasculer facilement.
Une fois que ça s'était fait, bien évidemment que le dernier point, et je pense, à mon sens, le plus important, c'était tout ce qui était observabilité. On était capable de savoir ce qui se passait, on était capable d'avoir des alertes, on était capable d'avoir tout ça, mais en fait, déjà dès le début, depuis le streaming, on était déjà capable de savoir ce qui se passait et si ça se passait bien. Parce que, si vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, ça a brûlé. On l'a su grâce à l'observabilité, on l'a su aussi parce que ça répondait plus, mais en lui-même, grâce à l'observabilité, ça nous a pas mal aidé. On pourra reparler de la stack d'observabilité si vous voulez, si vous voulez pas, en passant au stand, il n'y a pas de souci. Retour d'expérience. En fait, c'est ça le but. En fait, on fait des instants, enfin, on fait des projets, mais quel est le retour d'expérience là-dessus? Parce qu'on n'est pas les meilleurs du monde, on n'est pas les moins bons, mais en fait, comment savoir si ça s'est bien passé ou pas? Et donc là, il y a eu toute une phase là-dessus. Donc, en termes de performance, grâce à Rancher, on a pu faire nos downstream clusters. La bande passante des serveurs physiques, ça a été quelque chose d'énorme. Ça a été quelque chose d'énorme parce qu'à la base, on a réduit après, parce qu'ils avaient fait des optimisations, mais à la base, on avait 25 gigas de bande passante entre les instances. Sur les ES, c'était énorme. Et honnêtement, aujourd'hui, même sur AWS, avec les gabarits qu'ils avaient, c'était compliqué d'avoir des bonnes performances. Là, ce qui se passait, c'est que vu que c'était du bare metal, on allait directement, quoi. Donc ça a été très intéressant. Ensuite, les opérateurs Kubernetes. Ça, c'est, je pense, la chose qu'il faut conserver peut-être de ce talk, c'est que les opérateurs Kubernetes, pendant longtemps, on vous a dit la base de données, il ne faut pas la mettre sur Kube. Je faisais partie de ces gens-là, hein, de ne pas mettre la base de données sur Kube, juste parce que je tiens à ma base de données, hein, c'est tout. En fait, ça a beaucoup changé, ces choses-là. Je vais vous prendre un exemple, un opérateur très simple, que là, on n'a pas utilisé, mais Postgre, par exemple, l'opérateur Postgre de la CNCF, il est énorme. Et vous avez des choses aujourd'hui où vous êtes capable, où avant, vous aviez juste un serveur, d'avoir un serveur et une intelligence qui est capable de vous dire, attendez, les backups, on les fait comme ça. Là, j'ai plusieurs bases de données. Je fais quelque chose d'assez élastique. C'est hyper important. Les opérateurs aujourd'hui, si on ne les avait pas eus, on a dû faire des migrations de data à chaud, d'Elasticsearch de centaines de gigas pour remettre au propre après des optimisations. On a fait 0 interruption de service. Si on n'avait pas eu les opérateurs, je pense que ça aurait été très compliqué. Donc voilà. La flexibilité, comme je dis, le failover et tout ça, c'est quand même assez intéressant. Et ça vous permet de remplacer un service, entre guillemets, un service managé dans le cas où il n'est pas prêt ou dans le cas où vous avez des besoins spécifiques. Alors qu'avant, je ne vous aurais pas forcément dit ça. Je vous aurais dit mettre juste un serveur avec votre, avec votre Elasticsearch. Bon, il se passe n'importe quoi, vous avez des problèmes des latences et tout. L'auto-healing, il est beaucoup plus compliqué. Au niveau de l'infrastructure, tout est en infrastructure as code aujourd'hui. Ça, c'était un truc hyper important pour eux. C'est qu'aujourd'hui, on se demande où est configurée telle chose. On a tout en infrastructure as code. On a 100% en infrastructure as code. Il y a 0 action à la main. L'architecture est cloud agnostique sur la partie Kubernetes avec utilisation de services managés dans les besoins. Demain, ils veulent changer de cloud provider. Ils changeront le service managé. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui font du storage object, de la base de données managée, tout ça, de manière classique. Souveraineté des données. Forcément, on est sur Scaleway, on est sur la zone FR-par. Alors après, c'est Scaleway, hein, ça aurait pu être un autre cloud provider. Là, dans ce cas-là, celui qui cochait les cases, c'était Scaleway. Mais ça aurait pu être un autre cloud provider, on n'est pas fixé là-dessus. Quel résultat? Comme je vous ai dit, l'architecture portée par l'infrastructure as code, c'était nickel. Réduction des coûts. La question que vous vous posez, c'est est-ce qu'on a réussi à faire moins 50%? Eh bien oui, on a réussi. Par contre, ce n'était pas évident. C'était pas évident parce que vous passez sur des serveurs bare metal, vous passez sur plein de choses et tout. Il faut quand même prévoir l'équivalent des saving plans AWS, hein, un système où, là, sur Scaleway par exemple, c'était du monthly, du hourly. Enfin, sur des bare metal, c'était un peu spécifique, mais on a dû optimiser. Et on y est arrivé. Par contre, c'est sûr que avant, il y avait des choses qui étaient différentes, mais on a quand même réussi. Gouvernance ouverte de données, comme je vous l'ai dit. Renforcement de la maturité DevOps. En fait, on a réussi un truc, je pense, qui était le plus important, c'est qu'en fait, on a réussi à ce que les développeurs ils reprennent confiance et qu'ils se disent mais ça va avancer, on va le faire, là on fait ça, et on a réussi en fait à les remotiver et c'était vraiment pas évident au début. Plus grande flexibilité de l'infrastructure, bon voilà, je vous laisse imaginer la chose. Bénéfices tangibles observés, donc là c'est plus pour le côté business. 50% de réduction de facture, 100% d'infrastructure as code, application de pensée de manière cloud native, confiance des développeurs de l'application. C'est pour ça que je mettais la phrase « le cloud souverain est un levier, il a une performance contrôle l'innovation ». Parce qu'en fait, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'aller vers le cloud souverain. Je ne vous dis pas que ça sera parfait. Par contre, ce que je peux vous dire,
c'est que plus on y va, plus il y a de développement, plus on arrive à travailler avec eux. On arrive de plus en plus à avoir des contacts avec eux en leur disant on aimerait telle feature. Et là, la feature, elle va apparaître parce qu'en fait, on est écouté parce qu'ils ont envie de participer à cet écosystème, de dire on essaie de reprendre le contrôle des données. Donc, merci beaucoup. Je voulais juste dire quelque chose qui est très important. Ce projet, il a été fait par 3 personnes. Il a été fait par Didier Ségura. Il a été fait par Florian Lepeau et par moi-même. La partie audit, elle a été faite par Didier Ségura. La partie opérateur Kafka et Elasticsearch par Florian Lepeau. Et moi, j'ai géré toute la partie Rancher. Donc, c'était un projet commun. Et s'il vous plaît, ils ne sont pas là aujourd'hui, juste. Je pense qu'on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils ont vraiment travaillé comme des fous sur ce projet. Et ça s'est très, très bien passé. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à venir sur notre stand s'il y a besoin. Je peux vous rassurer, on peut parler technique pendant des heures. Ça m'ira très bien. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci à toi. Alors, j'ai beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à tout. Mais venez au stand, on en parlera, il n'y a pas de Voilà. problème. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, je suis dispo. On va quand même en faire quelques-unes. Alors, une première question. Pourquoi Rancher Server sur capsule plutôt qu'un cluster Cosmos de chez Scaleway pour mettre... Oula, désolé, ça bouge en même temps parce qu'il y a d'autres questions. Pour mettre des nœuds bare métal sous le même control plane. Alors, c'est une très bonne question. En fait, Cosmos, on a demandé aux équipes Scaleway. En fait, le système Cosmos fonctionnait bien, mais déjà, on risquait d'avoir des coûts si en fait on avait un control plane à un endroit et derrière, on mettait en fait juste des worker nodes, on pouvait avoir des coûts de transfert. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont dit que le service Cosmos était bien, mais plus adapté dans le cas de charges multi-cloud provider. Là, ce qu'on voulait, c'était vraiment que du Scaleway. Donc, en fait, eux, de leur côté, nous ont dit, bon, c'est peut-être mieux de le faire sur du bare metal. Et donc, pourquoi on a mis sur capsule le Rancher Server? Parce que ça n'avait le Rancher Server en lui-même, on n'avait aucun intérêt à le mettre sur du bare metal, lui, directement. C'était pour éviter du management pour rien. Merci. Une question qui est revenue assez souvent, c'est combien de temps durer pour réaliser cette migration? Ah oui, c'est vrai que vous avez raison, je ne vais pas parler de temps. 2 jours, oui. Migration incluse. Non, ça a été un projet qui a été sur 4 mois. Parce qu'il y a eu l'audit, il y a eu tout ça, il y a eu toute la partie. En fait, le plus dur, c'était la préparation. Parce que préparer la migration, par exemple, ça a été des tests pendant 1 semaine à fond. Mais préparer toute l'intelligence du truc, de dire tiens, on fait l'audit, tiens, on fait tout ça, ça a duré 4 mois. Ouais. Et encore aujourd'hui, on travaille avec ce client pour améliorer ce système-là. Ok, une autre question qui est revenue assez souvent, au final, c'est combien ça coûte tout ça, en fait, cette migration? Cher. Alors, pour vous donner l'image, on parle, sans dire les vrais chiffres, on parle de quelque chose qui mensuellement sur AWS coûtait près de 50 000 € mensuels. On est aujourd'hui sur quelque chose autour de 20 000 € à peu près mensuels. Je ne suis pas sur les vrais chiffres, hein, mais à peu près, pour vous donner un petit peu l'échelle du truc. En fait, si, je suis sur les vrais chiffres. Du coup, voilà, à savoir. Et le coût du projet en lui-même, vous imaginez 3 ETP et 3 équivalents temps plein pendant 4 mois, ça va coûter peut-être, admettons, vous pouvez faire le calcul, mais ça va coûter, je pense, peut-être centaines de milliers d'euros pour vraiment migrer. Voilà, dans l'idée. Merci. Alors, une autre question, j'en ai beaucoup. J'essaye de voir celles qui ont le plus de votes. Alors, j'ai une question, c'est plutôt la taille des équipes. Comment les changements ont été apportés aux équipes? Et est-ce qu'ils ont la maîtrise ou vous avez la TMA? Ah, la tierce maintenance applicative. Alors aujourd'hui, on a la TMA, on gère le client. Par contre, on gère la TMA avec les gens de chez eux. Et en fait, notre idée, c'est de dire, OK, on a la TMA, mais le but, c'est pas de les bloquer. Donc en fait, on leur apprend au fur et à mesure. Et donc, ils réduisent un petit peu la TMA pour eux reprendre le contrôle et nous prendre de plus en plus quand il y a des gros problèmes. En se disant, on ne veut pas vendorlocker, ni rien, vous gérez votre infrastructure, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez besoin, on est là. Et donc, au fur et à mesure, bien évidemment, il y a de la documentation, mais on évolue avec eux par rapport à ça. Et donc, la réorganisation des équipes, c'est qu'on a une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui chez Calliope. Nous recrutons d'ailleurs des DevOps, que ce soit senior et middle. Mais voilà, on recrute. Et donc, tous nos ingénieurs doivent être capables de passer sur les différents projets
rien que pour eux. Parce qu'en fait, ils bossent sur différents cloud providers, parce que ça leur permet de voir un peu tout. Donc les équipes, on a des gens qui ont travaillé sur le sujet à fond, puis qu'on fait des passations à d'autres personnes pour que tout le monde puisse intervenir. Tout le monde n'a pas le même niveau, n'a pas le même niveau de connaissance du projet, mais en lui-même, tout le monde est capable d'intervenir dessus. Eh bien, merci Jérôme. Donc il y a plein d'autres questions, mais comme tu disais, tu seras sur le stand pour en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Et justement, donc on vient de voir Jérôme qui fait partie de l'entreprise Calliope. Et on a donc le plaisir de recevoir le sponsor, donc Calliope, qui va vous présenter donc en 1 minute. Et donc on va accueillir